Chers internautes, bonjour, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'Informatique News Hebdo après la pause des vacances de printemps. Et évidemment, pendant cette période, l'actualité ne faiblit pas. Et pour commenter et analyser cette actualité, je suis en compagnie de Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, comme je le disais à l'instant, pas mal de choses durant ces 2 semaines de vacances printanières. Alors on a retenu forcément une sélection limitée. Et premier événement, j'allais dire, de cette quinzaine, c'est la nouvelle interface de Gmail. Alors j'allais vous dire, il est temps, parce que la précédente était quand même pas si récente. Oui, ça remontait à 2013. Et effectivement... alors à l'époque 2013, à l'époque des réseaux sociaux, ça paraît... Oui, c'est sûr. Et c'est effectivement intéressant dans le sens où on a l'impression que finalement quand on a des logiciels en mode SaaS, ça donne la possibilité de faire des évolutions régulières. Ce qui se passe d'ailleurs pour pas mal de fournisseurs qui ont leur version de printemps, puis leur version d'automne, comme dans la haute couture, et puis ou le prêt-à-porter. Là, en l'occurrence, bon, évidemment, Gmail, c'est peut-être pas le produit le plus intéressant pour Google dans le sens, sur le sens financier du terme. Donc, il était, comme vous le dites, il était temps, sachant que ça concerne quand même 1,4 milliard d'utilisateurs. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez important. 1,4 milliard d'utilisateurs, à la fois des utilisateurs en entreprise et des particuliers. Et il se trouve que là, en l'occurrence, comme Google a envie de concurrencer de plus en plus à Outlook de Microsoft, ils ont mis l'accent sur des développements qui vont intéresser plutôt les utilisations professionnelles, dont vont pouvoir bénéficier les utilisateurs particuliers. Alors, en gros, je dirais qu'il y a deux grands volets d'amélioration, dont on avait déjà pu voir quelques aperçus sans trop faire attention sur votre mobile, en particulier quand vous recevez un email de Google, il y a en bas du message des réponses automatiques suggérées. Par exemple, je ne sais pas moi, est-ce que tu veux venir au cinéma ce soir? Non merci. Ah oui, c'est très sympa. Malheureusement, je peux pas. Donc ça fait partie de la nouvelle version. Alors il y a deux grandes catégories. Il y a tout ce qui concerne la sécurisation des messages, et puis il y a, j'irais, l'amélioration de la productivité. Alors sur le premier point, il y a en particulier l'apparition d'un mode confidentiel qui permettra en particulier d'envoyer des messages dont la durée de vie sera limitée dans le temps, de 1 à 5 jours par exemple. Et puis ces messages, une fois qu'ils seront envoyés en mode confidentiel, ils ne vont pas s'ouvrir, je veux dire, dans l'interface traditionnelle, ils vont s'ouvrir dans une interface à part, à partir de laquelle il sera impossible de faire soit un copier-coller, soit une impression, soit qu'on ne pourra rien faire avec ce message. On pourra toujours faire une copie d'écran ou même, encore pire, une photo de l'écran. Avec son smartphone. Ça, je dirais il n'y a pas grand-chose à faire. Et puis on peut même aller un petit peu plus loin dans le sens où ce message-là, pour pouvoir être lu, il faut que la personne qui reçoit le message tape un code qu'il aura reçu sur son smartphone. Donc on sera sûr que ce ne sera pas quelqu'un qui aura le mot de passe qui pourra accéder à la messagerie, mais que ce sera bien le bon destinataire. Donc, je dirais ça, c'est un premier volet, amélioration de la sécurité. Il y a d'autres éléments, mais enfin, c'est le plus significatif. Et puis, il y a un deuxième volet qui est l'amélioration de la productivité. Et là, c'est l'utilisation de tout ce qui est intelligence artificielle et machine learning. En gros, c'est le système, enfin, l'intelligence artificielle va trier vos messages, étudier un peu vos messages que vous en faites, qui sont les gens qui vous les envoient, qui vous les réacheminer, etc. Et à partir de ça, fera un certain nombre de suggestions, en particulier, par exemple, pour des expéditeurs fréquents avec lesquels vous conversez régulièrement. Si vous recevez un message de leur part auquel vous ne répondez pas, Google vous fera une proposition et remontera le message en vous suggérant de faire quelque chose. Alors évidemment, si on fait ça pour tous les messages, l'intérêt est relativement faible. Donc il y a un nombre limité, je crois qu'il est limité à 3. Après, peut-être que c'est des paramétrages
Donc il y a tout un tas de fonctions comme ça qui sont destinées, je dirais, à améliorer. Et puis j'ai un peu oublié aussi dans l'aspect sécurité, il y a une amélioration dans les fonctionnalités de détection d'anti-phishing. Donc on sait que le phishing c'est encore quelque chose. Un gros problème, bien sûr. Et puis ça va pas s'arrêter demain matin. Oui. Et donc l'intelligence du système est capable de détecter des faux messages. En gros, il y a des choses qui sont triviales. C'est-à-dire, en gros, je ne sais pas moi si c'est Société Générale, il suffit de mettre un point quelque part pour que on ait l'impression que ce soit la Société Générale. Mais donc ça c'est assez facile, assez trivial. Et puis il y a des choses un peu plus sophistiquées. Donc tout un tas d'améliorations. Et ce qui est important de savoir, c'est que en fait, ces améliorations sont proposées en mode opt-in, c'est-à-dire que en gros, c'est vous qui décidez de les mettre en place. Et pour avoir des exemples assez proches, il y a beaucoup de gens qui en fait sont habitués à leur messagerie, ils veulent surtout pas changer. Donc pour eux, et pour l'administrateur de l'entreprise, ce sera également à lui de décider quand et comment il veut mettre en œuvre cette nouvelle version. Donc il était temps. Alors maintenant, est-ce que ça suffira pour Google de rivaliser avec Microsoft Outlook? Bon, ça c'est une autre question. En plus, c'est assez compliqué à analyser parce qu'on ne sait pas qui paye quoi exactement entre les entreprises, les particuliers. Puis en plus, Gmail, c'est un ensemble de la Google Suite. Donc, Outlook, c'est pareil, c'est-à-dire que ça vient dans Office 365. C'est un peu compliqué à analyser, mais en tout cas, il était grand temps que Google. On avait beaucoup critiqué Yahoo, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui avait laissé sa messagerie quasiment à l'abandon. Enfin, c'était devenu, je ne veux pas dire l'équivalent d'une épave pour une automobile, mais pas loin. Mais là, Google aussi, ça faisait un certain temps et il y avait des choses à faire. Donc, on verra à l'usage. On invite nos lecteurs à activer l'option mise à jour, enfin nouvelle interface, et puis nous donner en commentaire ce qu'ils en pensent. Alors ça, c'était pour une première activité pour Google. Vous avez parlé d'intelligence artificielle, on reste un peu sur le sujet, puisque c'est évidemment l'un des grands sujets du moment. Et pour le coup, la Commission européenne, après le plan Macron, Villani, rapport Villani et plan Macron, voilà. La Commission européenne y va de son input, si je puis dire, et met quelques euros sur la table. Enfin, en tout cas, présente un plan avec quelques euros sur la table. Voilà, alors donc comme vous l'avez rappelé, il y a eu le plan Villani, enfin le rapport Villani il y a un peu plus d'un mois, avec l'idée de mettre dans les 5 ans à venir 1,5 milliard d'euros sur la table. Bon, c'était avec un certain nombre de préconisations du type en France on ne peut pas tout faire, il faut sélectionner des secteurs sur lesquels on est bon, il faut faire un effort tout particulier sur la collecte de données, puisque l'intelligence artificielle sans la donnée, ça veut rien dire. On ira pas loin, oui. Et puis il y avait aussi l'idée que, alors il y avait toutes les règles d'éthique pour lesquelles l'Europe est quand même assez en pointe sur le sujet, et puis il y avait l'idée que finalement la France, enfin un plan d'intelligence artificielle franco-français n'avait aucun sens, et ça ne pouvait que se comprendre que dans un plan beaucoup plus large au niveau de l'Union européenne. Donc c'est ce que fait un mois plus tard, je ne sais pas s'il y a eu concertation entre les deux, mais en tout cas la Commission européenne a décidé de mettre un plan sur la table qui est en gros articulé en 3 volets. Il y a donc une aide financière, on en reparlera un petit peu, on reviendra sur ce point-là. Il y a ensuite l'accompagnement sur les changements à la fois sociaux et économiques que va entraîner l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc là, on a déjà beaucoup parlé sur la disparition des emplois, etc. Là, ce sujet-là, c'est en gros... alors évidemment, la Commission européenne... Là, on fait des préconisations, des propositions, mais ça ne débouche pas vraiment sur du concret. Donc, en gros, lié aux pays européens, il faut absolument moderniser votre appareil de formation, d'éducation, très bien. Et puis, le troisième point, c'est l'aspect éthique, sur lequel l'Europe est très, très attentive. Et donc là, a priori, l'idée, c'est de faire une proposition sur, éthique et intelligence artificielle dans le courant de l'année 2018. Donc articulé en trois volets. Alors maintenant revenons sur le premier volet, et c'est là, je dirais, où ça se gâte un petit peu, parce que c'est vrai que l'annonce de tous ces plans avec des chiffres, après on ne sait plus très bien où on en est.
Et puis qu'est-ce que ça correspond? À quoi ça correspond? Alors là, l'idée, c'est la Commission européenne invite les pays membres à mettre 20 milliards d'euros sur la table. Bon, c'est gentil, ces 20 milliards d'euros, ils viennent d'où? Est-ce que c'est de l'argent public, de l'argent privé? Alors c'est un mix des deux, donc on retient 20 milliards d'euros, mais on ne sait pas si ces 20 milliards ils vont arriver et qui va les mettre sur la table. Sachant que la Commission européenne va mettre 1,5 milliard d'euros d'ici à 2020, donc sur 3 ans. Donc 1,5 milliard d'argent public par rapport à 20, ça fait... Et puis après on parle de 2,5 milliards qui sont supplémentaires. Là, c'est de l'argent public-privé. Et puis après, on parle du fonds d'investissement qui existe d'un montant de 500 millions d'euros pour financer les startups et pour les orienter un peu plus sur l'intelligence artificielle. Donc, je dirais que on s'y perd un petit peu. Alors, si on arrive à 20 milliards sur les 3, enfin d'ici 2020, c'est vrai que c'est un montant qui commence à devenir raisonnable au niveau européen, mais là tout ça, pour l'instant, c'est... Oui, c'est un peu comme la chanson de Dalida, hein, parole. Hein. J'en sais rien, mais en tout cas, on ne sait pas. Et puis, parce qu'il y a déjà eu de l'argent qui a été mis sur la table pour l'intelligence artificielle, donc on ne sait pas si c'est en plus ou si c'est en tenant compte d'eux. Donc, tout ça est un peu compliqué. Mais enfin, bon, soulignons quand même que l'Europe se mobilise pour l'intelligence artificielle. Mais je dirais que pour résumer un peu, tout ça manque quand même de lisibilité pour dire les choses un peu plus clairement. Alors on parlait de Google et Gmail en début de cette émission, on y revient. Alors pas cette fois-ci, non pas Google directement, mais dans le cadre d'un partenariat mondial avec l'ESN, j'allais dire SS2I, française Atos. Alors aussi, on parle pas de Gmail, on parle de Google Cloud, hein, qui est la plateforme d'hébergement de Google. Et je vous laisse détailler un peu plus. Oui, alors, donc c'est un accord effectivement entre Atos, qui est la deuxième ESN française, derrière Capgemini, et puis Google, la plateforme cloud de Google, qui elle est plutôt la numéro 3 derrière Amazon et Microsoft de cloud public. Et donc l'accord en fait, qui est un partenariat mondial, concerne là également 3 volets. Donc le premier volet, c'est le fait que la plateforme cloud de Google va devenir la plateforme privilégiée pour Atos. Donc ça veut dire que quand un client sera neutre vis-à-vis de son choix de plateforme, Atos va lui proposer Google par défaut. Par défaut. Sachant que pour les clients qui ont déjà choisi, ça ne remettra pas les choses en cause. Évidemment, Atos ne va pas forcer ses clients à migrer de AWS vers Google, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Donc ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est un volet sur le machine learning et l'intelligence artificielle. Donc là, Atos va utiliser la technologie de machine learning de Google et de ce fait, va ouvrir 3 laboratoires d'intelligence artificielle. Donc l'un à Paris et un autre au Royaume-Uni, et puis un 3e aux États-Unis à Dallas. Et puis le 3e volet aussi concerne la Google Suite. Ah pardon. Et donc j'avais raté un épisode alors. Ça va être en gros l'appareil, l'utilisation, la préconisation de la Google Suite pour des clients qui veulent mettre en place ce genre de solution. Ce qui est assez amusant ou paradoxal, parce qu'on se souvient que Thierry Breton avait été à l'initiative de la suppression des emails dans son entreprise. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Si, bien sûr. Il a fait une grosse publicité de ça, avec le remplacement... par les outils collaboratifs. Voilà, on n'entend plus beaucoup parler de cette initiative. Voilà, je ne suis pas sûr que ça ait vraiment abouti. Et puis là, effectivement, le fait que... Alors maintenant, donc c'est un accord qui est quand même très important. La question qu'on peut se poser, c'est finalement quel est l'intérêt on comprend bien l'intérêt pour Google, hein, ça c'est clair. Quel est l'intérêt pour Atos de s'engager plus par rapport à une plateforme au détriment des autres, c'est-à-dire ne pas rester neutre et finalement faire avancer un peu tout ça en même temps. Et on peut aussi se demander si plus généralement les sociétés de services, Atos, Capgemini, etc., ne vont pas devenir
devenir les supplétifs des grandes plateformes d'infrastructure cloud. Bon, ça c'est des questions qui sont posées. Tout ça aussi, ça concerne bien entendu, on parle de cloud public, hein, on sait que les grandes entreprises, puisque là en l'occurrence, les clients de entreprises, ils ne vont pas mettre toutes leurs solutions dans le cloud public, donc ça va être évidemment de facto des solutions de cloud hybride, et donc l'idée de faire des solutions, je dirais, entre un cloud en entreprise et puis un cloud public, et de faire de l'hybride, ça paraît assez vraisemblable. Et d'ailleurs, c'est ce qui a poussé, c'est la raison qui a été avancée par Atos, le fait que le cloud de Google est un cloud à très faible latence. Et donc, effectivement, ça favorise ce type de solution. Donc, bon, c'est un accord. Après, il faut voir comment... Avec un peu de chance, dans un mois, on va avoir le même accord avec Azure. Donc, oui. Bon, je pense qu'il y a aussi un volet commercial qui est assez évident. Alors, puisqu'on parlait de Google, on parle de Salesforce. Ça, pour le coup, c'est plutôt pour les semaines à venir, voire les années à venir, puisque Marc Benioff, qui est le patron et créateur de Salesforce, a annoncé un investissement. Alors là encore, on jette des milliards, plus de 2 milliards de dollars ou d'euros. Oui, je ne sais plus. Enfin bref, 2 milliards. Bon, le taux de change était à 20, donc ça fait une petite différence. Ça fait une petite différence quand même. On va dire 2 milliards, c'est l'enveloppe globale. D'investissement Salesforce sur 5 ans en France. En France. Donc c'est quand même un chiffre significatif. Faut rappeler que le chiffre d'affaires de Salesforce est 10 milliards de dollars par an. Donc quand on met les deux en rapport, et puis 2 milliards par rapport aux chiffres qui ont été avancés, quand vous vous souvenez, quand Emmanuel Macron a fait son show avec les 140 CEO de grandes entreprises internationales, bon, il y avait SAP qui a mis beaucoup d'argent, mais les autres c'était des montants un peu plus réduits. Donc pour Salesforce, c'est un montant important, sachant que c'était à l'occasion de la visite d'Emmanuel Macron aux États-Unis. Ça a été annoncé là-bas. Sachant que bon, Salesforce est le numéro 1 du CRM en France, ça surprendra personne. Il a des grands clients comme PSA, AXA, Michelin, donc Accor, les hôtels Accor. Une étude du Gartner faisait état en 2022. Quand on fait les emplois directs et indirects générés par Salesforce, on est à 100 000 personnes, donc c'est quand même significatif, pas négligeable. Et puis Salesforce aussi a un fonds d'investissement européen doté d'une enveloppe globale de 100 millions d'euros et a déjà investi dans des entreprises françaises, dont Sigfox en particulier. J'ai plus le montant en tête, mais donc ça veut dire que c'est une présence également de ce côté-là. Et puis dernier point, Salesforce a aussi racheté des pépites françaises. Donc vous vous souvenez, Instranet, il y a quelques années déjà. Il y a eu aussi l'acquisition d'un cabinet de conseil qui était spécialisé dans le CRM et dans les solutions Salesforce, Keren5 Consulting. Donc, bon, Salesforce était déjà un petit peu implanté, je dirais, de plusieurs manières sur le territoire français. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire de ces 2 milliards ? Là-dessus, on n'a pas dit grand-chose. Donc on attend. Donc on aura le temps d'en parler. Ça sera vraiment suite au prochain épisode. Sachant en plus, je rajoute que, évidemment, historiquement, Salesforce c'est le CRM, mais depuis, ils ont fait quand même beaucoup de rachats. On a parlé d'intelligence artificielle, et c'est évidemment un des secteurs clés sur lesquels on imagine que Salesforce, au travers de ses compétences et de ses recherches de compétences, va chercher éventuellement à se développer sur le marché français. Écoutez Guy, ça c'était pour la semaine à venir et les semaines passées. Pour conclure, un petit coup de gueule, et pour le coup on reste toujours sur Facebook finalement, parce que j'allais dire, après la tempête Cambridge Analytica, finalement, c'est comme si c'était rien passé. Exactement. C'est un peu... enfin, je ne sais pas ce qu'on peut en dire, on va peut-être penser qu'on s'acharne sur Facebook, mais l'action a été à 185. Il y a eu toutes les affaires que vous venez de rappeler avec Cambridge Analytica. Mark Zuckerberg est allé devant le Sénat américain et la Chambre des représentants. Il s'est expliqué, d'ailleurs, il n'en est pas... enfin, il n'y a pas de... Oui, ça n'avait pas ressorti grand-chose. Qui ont été prises. Si ce n'est que la RGPD, finalement, il y a eu un petit coup d'éclairage aux États-Unis. Absolument, bon, c'est vrai. C'était, mais finalement...
montrer aux Américains qu'en Europe, il fallait quand même faire un certain nombre de choses pour tout ce qui est de la protection des données privées. Et puis donc l'action était tombée à 155, donc ça montrait que les marchés financiers étaient un peu attentifs à ce qui se passait. Et puis là, on est remonté à 175, donc pas tout à fait au niveau initial avant la crise, mais quasiment. Donc, business as usual, quoi. On en reparlera dans 15 jours, 3 semaines, quand on sera remonté au même niveau et que finalement tout ça n'aurait été qu'un épisode, je dirais, distrayant et dont on n'aura pas tiré grand-chose. Oui, peut-être un prochain scandale dans 15 jours, qui sait. Très bien. Bah, écoutez Guy, en attendant ces nouvelles de Facebook, je propose à nos lecteurs de continuer à vous regarder, puisque vous recevez dans quelques minutes Bruno Picard, qui est le Country Sales Manager français de la société NetApp, bien connu évidemment dans le marché du stockage, pour faire le point sur ce marché qui évidemment, notamment avec les technologies flash, évolue considérablement en ce moment. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle semaine et je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Informatique News Hebdo. A très bientôt, merci.